Cap vers Nara, Alexandre, vers le camping que j'ai trouvé. Oui. Aux fruits de nombreux efforts. Oh oui. Allons-nous échapper à l'orage, Oui. aux bourrasques, Oui. aux pluies torrentielles? Oui. Oui. On est vraiment maxi crevé, mais qu'est-ce qu'on est content de reprendre la route dans ce nouvel épisode à vélo. On va vous emmener découvrir plein d'endroits extraordinaires. La florissante, la glorieuse, la grande Kyoto, que dis-je? Non, dans cet épisode, on va vous emmener découvrir Kyoto, on va vous emmener découvrir les ruelles et l'histoire foisonnante de Nara, ces temples millénaires. Ils sont millénaires ou ils sont pas millénaires? Et aujourd'hui, on part à la découverte de Nara. Nous sommes ici au cœur du parc de Nara, dans la ville éponyme de Nara. On aurait pu vous raconter bien des légendes sur cet endroit, puisque des légendes il n'en manque pas ici, mais il y en a une qui nous a tout particulièrement touché avec Alexandre, puisqu'elle raconte l'histoire des hommes, des dieux et de la nature. Et ça, vous savez à quel point ça nous touche avec Imagineers World. Donc on a choisi de vous raconter aujourd'hui la légende d'un lieu qui est rattaché à une légende bien plus vaste, l'histoire d'un dieu descendu sur terre pour défendre la ville de Nara, et il n'est pas descendu sur un nuage, non pas descendu sur la foudre, il est descendu à dos de cerfs. Et c'est donc l'histoire qu'on a choisi de vous raconter, et l'histoire de pourquoi les cerfs sont ici sacrés dans le parc de Nara, et l'histoire qui se cache derrière ces décennies, ces centaines de moments d'histoire. Je m'égare, place maintenant à la légende. Dans les allées ombragées de Nara, le temps semble avoir ralenti. Parmi les lanternes de pierre couvertes de mousse, des silhouettes fines se glissent en silence, les cerfs. Ils ne sont pas de simples habitants du parc. On raconte qu'il y a plus de 1000 ans, un dieu Shinto descendit du mont Kashima, chevauchant un cerf blanc. Il venait protéger la nouvelle capitale, et depuis ce jour, chaque daim de Nara est regardé comme un messager du divin. Leur présence a traversé les siècles. On dit qu'autrefois, tuer un cerf était un crime puni de mort. Il était sacré, comme les temples eux-mêmes, gardiens vivants de la frontière fragile entre les hommes et les dieux. Aujourd'hui encore, ils s'approchent sans crainte. Ils volent une galette de riz, inclinent la tête dans un geste presque cérémoniel, puis repartent d'un pas tranquille, comme si la légende vivait toujours à travers eux dans ce parc où nature et spiritualité se confondent. Et dans leurs yeux, il y a plus qu'un reflet, il y a un monde ancien qui nous observe, une mémoire partagée. À Nara, les cerfs ne sont pas des animaux, ce sont des éclats de mythes, des souffles d'éternité. Alors Alex, tu pousses? Je comprends pas pourquoi. Un des grands plaisirs du Japon, c'est ces côtes qui sortent de nulle part, avec des pourcentages qui sont même plus indécents, mais divins. Cap vers les plantations de thé de Yazuka, Alexandre? Let's go. C'était comment Nara? Magnifique. Il y avait plein de biches, plein de cerfs.
À 1 heure de Kyoto, perdu dans un vallon sacré, se trouve Wazuka, un petit bourg rural cerné de collines couvertes de théières. Depuis plus de 8 siècles, les hommes sculptent ici le paysage, traçant ces lignes vertes qui ondulent comme les vagues sur les montagnes. Wazuka est l'un des berceaux du thé japonais. Le matin, quand la brume se lève, les filets noirs tendus au-dessus des plantations dessinent un voile d'ombre. Ils protègent les jeunes pousses, concentrant en elles-mêmes cette saveur unique que les Japonais appellent umami. Wazuka n'est pas seulement un lieu de production, c'est un paysage habité, une poésie agricole. Un monde où la main de l'homme ne détruit pas la montagne, mais la modèle pour la faire chanter. Et dans ce silence vert, chaque tasse devient une méditation. Cap vers Kyoto! Sont raides les côtes au Japon. C'est subite et abrupt. Mais qu'est-ce que c'est beau, regardez. Nous nous sommes levés à l'aube ce matin pour échapper aux foules qui se pressent dans ce lieu ô combien mystique du Fushimi Inari Taisha, fondé au 8e siècle, un des temples shinto les plus anciens du Japon. Et on a hâte de vous emmener découvrir tout ça et cette fameuse déesse aux 1000 visages dont on a hâte de vous raconter l'histoire parce que nous, elle nous a fascinés. Déesse de Kyoto, au pied du mont Inari, s'ouvre un sanctuaire qui semble hors du temps, Fushimi Inari Taisha. Fondé en 711 par le clan Hata, il fut dédié à Inari Okami, divinité du riz et des moissons, à une époque où chaque grain représentait la richesse et la survie. Au fil des siècles, ce culte s'est élargi. De gardien des champs, Inari est devenu protecteur des artisans, des marchands, puis des entreprises modernes. Si bien qu'aujourd'hui encore, les plus grandes sociétés japonaises continuent d'y adresser leurs prières pour la prospérité. Partout, des statues de renards de pierre, les kitsune, veillent silencieusement. Messagers de la divinité, ils tiennent parfois une clé, un épi de riz ou un joyau, symbole de l'abondance, de savoir et de vie. Mais ce qui fait battre le cœur de ce lieu, ce sont ces dizaines de milliers de torii vermillons, offerts un par des fidèles au fil des siècles. Alignés comme un fleuve de bois et de lumière, ils tracent un chemin sacré qui s'élève jusqu'au sommet du mont Inari. Chacun porte gravé le nom d'un donateur, témoignage d'une gratitude ou d'un vœu inscrit dans le temps. Avancer sous ces portiques, c'est marcher au milieu d'une prière vivante, où le paysage devient incantation, où la répétition hypnotique ouvre les sens au mystère. À travers les clairières, les petits sanctuaires et les lanternes de pierre se déploient visible et l'invisible. Arrivé au sommet, la ville de Kyoto s'étend au loin. Mais l'essentiel n'est pas la vue, c'est le voyage intérieur, car Fushimi Inari Taisha n'est pas seulement un lieu sacré, c'est un battement de l'âme japonaise, un sanctuaire où l'histoire millénaire, la ferveur humaine et le souffle des dieux continuent de se rencontrer dans la lumière rouge des torii. Et nous voilà devant le plus grand lac du Japon, le lac Biwa.
aux premières lueurs du soleil couchant. Regardez comme c'est incroyable. On a hâte de vous montrer tout ça en images et de vous présenter ce lac mythique ici. Hein. C'est vraiment un lieu important, notamment pour les habitants de Kyoto, hein, puisqu'on est encore ici qu'à quelques encablures de Kyoto. Et je parle comme un présentateur sportif. Ce matin, petit réveil au lac Biwa. La vue est pas trop mal. À manger juste là. C'est plutôt cool. Tac. Hein Romain, c'est plutôt cool. C'est extraordinaire. Il y a les cormorans qui sont partout dans le lac, c'est trop beau. J'adore. Arigato gozaimasu la vie. Publicité pour Thermos. C'est pas nos partenaires. Oh, mince. Bon bah c'est au cas où un jour. Hein. Thermos. La vie est belle. Si vous nous entendez, on veut du cash. Money. Money. Faut acheter les objectifs. La vie est belle. Romain qui a trouvé quoi? Une chenille d'une beauté Beauté fatale. originale. Elle a une tête de smiley. C'est trop drôle. Si ce Milan, monsieur, vous ratez votre objectif, il vous faudra rembourser. En face de nous, sur un pylône de bois, il attend, le Milan noir. Son plumage brun sombre, ses ailes longues et enfilées, et sa queue légèrement fourchue. Une marque qui permet de le reconnaître immédiatement. Le Milan noir est l'un des rapaces les plus répandus du monde. Contrairement à l'aigle, solitaire et fier, le Milan noir aime la compagnie. On peut observer des dizaines d'individus tournoyant ensemble dans le ciel, profitant des ascendances pour se déplacer en groupe. Les heures sombres arrivent. Le Tsuyu se prépare. Et c'est quoi le Tsuyu, Alex? Le Tsuyu, c'est la saison des pluies. Ah merde. Et ça dure jusqu'à quand ça, le Tsuyu, là? Mi-juillet. Et on est là jusqu'à quand, nous? Mi-juillet. Aïe, aïe, aïe. On a vu la météo, là, pour la semaine prochaine. Aïe, aïe, aïe. Ça va être rigolo, les Alpes japonaises. Sous le Tsuyu. Tsuyu. Je bois du café pour l'instant. Pénétrons ensemble le monde des esprits. Je dis ça, mais j'ai rien à vous présenter. Donc je vais juste profiter de cette belle petite traversée à travers les torii. Super. Vers le monde des esprits, hein, donc. Cours. Oh, il y a quelqu'un qui nous poursuit. Non.
Ça y est, c'est parti pour le Tsuyu. Tsuyu. Tu fais quoi, Alex? Bah, je mets les housses. Hein. Laurent? Laurent de la housse. Tsuyu. Oh non. Prêt pour le Tsuyu. Non. Pas du tout. Bon bah il pleut jusqu'à demain, donc c'est soit on reste ici, au chaud, dans la tente, ou soit on reste au chaud, ici, dans la tente. J'ai dit. Non, il va falloir rouler un peu. Genre 1002D. On essaie de faire sécher la tente comme on peut. Mais c'est imbibé. C'est le mot. La bâche. Et alors, je ne vous parle même pas de la toile qui nous a protégés cette nuit. Il faut quand même essayer tant bien que mal de faire sécher la tente le plus possible hein, pour éviter la détérioration du matériel. Mot compliqué le matin. Hein. On a quand même passé une bonne nuit, non? Ouais. Moi, j'ai bien dormi ici. Moi, j'ai très bien dormi aussi. Au bord de la rivière. C'est donc parti pour 2 jours sous la pluie. Non-stop. We are unstoppable. Je suis ravi. Mais avant, petit café. Ça va faire feu, Alex? Oui, enfin, feu, plutôt pluie. En mode Tsuyu. Soyo. Tsuyu mode activé. Moufle anti-pluie. Blouson de pluie. Anti-pluie. Chaussures anti-pluie. On est équipés. Let's go! On va essayer tout ça, hein. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça fait 1 an qu'on les voit. Petite pause café, Alex, bien mérité. C'est dur le Tsuyu là. Hein. La pluie, elle ne nous épargne pas. Hein. C'est mental. Photomental. Clic. Prêt à découvrir les routes du Nakasendo, Alexandre? Sur la route des samouraïs. Le Nakasendo n'est pas une simple route qui relie Kyoto à Edo. C'est l'une des grandes routes créées par le shogun Tokugawa au XVIIe siècle pour unir un pays et contrôler ses seigneurs. Sur plus de 100 km, elle traverse les montagnes, vallées et villages, ponctués de 69 relais où se croisaient samouraïs en procession, marchands, pèlerins et voyageurs ordinaires. Aujourd'hui, marcher sur le Nakasendo, c'est fouler les mêmes pavés que les voyageurs de l'ère Edo. C'est sentir la continuité d'un temps qui n'a jamais cessé de battre. Comme à Nara, où les cerfs incarnent l'écho des dieux, comme à Wazuka, où les collines de thé racontent 8 siècles de patience, comme à Fushimi Inari, où les torii vermillons ouvrent un passage vers l'invisible. Le Nakasendo est plus qu'un itinéraire, c'est une traversée de l'histoire et de légende, un fil sacré qui relie les siècles et nous invite à ralentir. Ce chapitre s'achève, mais l'histoire continue. Devant nous se dresse une montagne mythique, le mont Fuji. Symbole du Japon, sommet de rêves et d'épreuves, il sera le théâtre de notre premier grand film. Un film intime et poétique, qui racontera une ascension mais aussi une année entière d'aventure. Rendez-vous très bientôt pour cette nouvelle aventure et n'oubliez pas de rêver le monde comme des Imagineurs World.